Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Nous sommes tous marqués par les événements qui ont débuté par l'attaque d'Israël par le Hamas palestinien le 7 octobre dernier. Et depuis cette date fatidique, les attaques entre les deux camps se multiplient, emportant dans un torrent de violence et d'horreur les civils israéliens et palestiniens. Alors, la guerre de l'image débute très rapidement. Des photos, des vidéos circulent sur les réseaux sociaux et ils tentent de représenter chaque temps, tour à tour, comme victime puis bourreau. Mais depuis la France, nous avons contemplé un peu effaré une violence qui ne nous est pas encore familière. Et hier, 13 otages ont été libérés en Israël. 4 autres devraient être libérés d'ici peu. 17 otages ont déjà été libérés depuis samedi. La trêve se poursuit donc et de nouveaux prisonniers devraient être échangés. Alors, quelle vision les Israéliens ont-ils de ce conflit? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Claude Corse. Bonjour Claude Corse. Oui, bonjour Corentin, bonjour à nos auditeurs. Alors vous êtes journaliste, vous avez fait donc réaliser un reportage Voyage au bout de l'enfer en 4 parties qui est disponible sur la chaîne YouTube donc de Ligne Droite. Alors je voulais revenir d'abord avant de parler de votre reportage sur les échanges d'otages. Est-ce que pour vous ça marque la fin de la guerre ? Alors, je pense au contraire que c'est une étape en trompe-l'œil parce que le reportage, on l'a fait côté israélien et la question des otages s'est posée très vite, naturellement. Après l'état de sidération qui a été marqué par le constat des centaines de morts que personne n'attendait et la population qu'on a pu rencontrer à Ashkelon, à Sderot, à Ofakim, est unanime sur le fait que depuis la création d'État d'Israël, ce drame est historique. Donc les otages, évidemment, c'est la contrepartie du massacre et pour une bonne partie de nos témoins, ceux qui sont notamment cités dans le reportage, ils préfigurent d'une longue et douloureuse période de négociations, de tractations sur fond de guerre, parce qu'ils sont convaincus que le gouvernement israélien ne lâchera pas l'affaire tant que les têtes du Hamas ne seront pas éliminées physiquement. Donc pour vous, c'est que finalement que le début. Alors vous avez fait ce reportage, Claude Corse, réalisé ce reportage Voyage au bout de l'enfer qui est disponible donc sur notre chaîne YouTube. Pourquoi vous avez voulu tourner ce film? C'est justement parce que donc dès le début, on l'a dit en introduction, des photos, des vidéos ont circulé dans les deux camps et on ne sait plus véritablement qui croire. Et vous êtes allé carrément sur place, qui est la meilleure source finalement pour véritablement se faire une opinion. Oui, voilà, exactement, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est un reportage qu'on a monté en coproduction avec le magazine L'Incorrect et TBL pour faire le point à hauteur de rue, la rue israélienne en l'occurrence, pour reprendre la formule consacrée, qui était peut-être et on le pressentait, très différente des schémas qu'on voulait déjà nous imposer à grands coups de déclarations, de communiqués de presse, essentiellement provenant du service de communication de Tsahal. Donc je pense qu'il était intéressant de se rapprocher d'Israël, bon, étant entendu qu'il était impossible matériellement, de toutes les façons, d'aller à Gaza. Oui, c'est ça. Donc là, vous êtes allé en Israël carrément. Alors, comment vous avez trouvé ces personnages, ces témoignages? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Est-ce que les habitants, justement, se sont livrés facilement? Parce que vous vouliez vraiment rentrer en contact avec la population. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que la seule ambition, modeste ambition, mais assumée, c'était d'aller au contact de la population qui avait subi, de près ou de loin d'ailleurs, le drame. Alors, en fait, je m'attendais à trouver un état de sidération parce qu'on est arrivé 10 jours après l'assaut des commandos du Hamas et on est reparti 10 jours plus tard. Je dis ça pour situer dans la période de temps. La réalisation du sujet s'est faite en pleine veillée d'armes et de préparation de l'opération terrestre de Tsahal qu'on a croisé dans ses préparatifs du côté de Zikim sur la route de Sderot. Donc effectivement, c'était l'occasion de commencer par l'hôpital Barzilai d'Ashkelon qui a accueilli le 7 octobre les blessés et les morts qui arrivaient par dizaines.
et qui ont complètement traumatisé les équipes de soignants, les médecins et même les chirurgiens, ceux qu'on a rencontrés en l'occurrence, qui ont témoigné de ce qu'ils ne pensaient pas possible après avoir fait à Adama, l'autre hôpital de Tel Aviv, des répétitions, des entraînements sur des tueries de masse. Mais de cette ampleur-là, ça voulait dire qu'en 5 heures, ils se sont retrouvés avec plus de 200, 250 même victimes, blessées, gravement blessées, Alors, pour certains pas transportables. Je vous propose qu'on écoute un extrait, Claude Corse, voilà, justement de ce reportage. Vous dites là, donc nous sommes à l'hôpital Barzilai, donc d'Ashkelon, pardon, ça, donc oui. qui ont donc, vous l'avez dit, donc pris en charge les blessés après le massacre du 7 octobre. L'un de nos médecins habite à proximité de Gaza. Il disait qu'il entendait des tirs depuis sa fenêtre. On a longtemps pensé ce jour-là qu'il avait été tué. Dieu merci. Il a fini par nous envoyer un texto. C'est comme ça qu'on a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Des terroristes armés avaient envahi la frontière et tiré à vue dans les maisons et sur les enfants qu'on voyait arriver, les gosses par cette porte, les adultes par là. Tout notre étage était plein de blessés par balles. Il y avait du sang partout, c'était infernal. À midi, on était à court de matériel de suture. On n'avait plus rien. On manquait de place dans les frigos pour entreposer les cadavres. Voilà à quel niveau on était rendu. Voilà, ce témoignage qui est frappant, qui est donc traduit par vous, Claude Corse. Hein. Donc là, nous sommes à l'hôpital Barzilai d'Ashkelon, pardon, je ne sais pas si je le dis bien. Donc justement, c'est par ça pourquoi vous avez voulu justement commencer ce reportage par ces témoignages? 20 km au nord du checkpoint d'Erez, qui est l'entrée nord de Gaza. Et c'est par la route de l'hôpital que sont arrivés les commandos du Hamas, sont entrés dans la ville, ce qui conduit les médecins à devoir passer à la fois sous les roquettes qui étaient tirées à feu continu. Plus de 3500 roquettes ont été tirées ce jour-là, et avec la perspective et la menace directe des tireurs qui rafalaient gentiment, de façon assez aveugle, bizarrement, les façades des immeubles, ce qui donnait un climat de guerre complètement surréaliste et auquel finalement certains médecins ne croyaient même pas. Donc l'hôpital devenait de ce point de vue-là un peu le point d'entrée de la crise. On avait en l'occurrence le docteur Ronen qui est président du département de chirurgie orthopédique, qui expliquait l'état de sidération dont je parlais tout à l'heure, était finalement celui d'un service qui était complètement désorganisé. Il manquait d'infirmières, il n'y avait pas d'ambulance. Le service était évidemment en sous-effectif compte tenu des dizaines de blessés qui arrivaient, avec les familles qui cherchaient des disparus, ne sachant pas s'ils étaient blessés, morts ou kidnappés. Enfin, on était dans une ambiance apocalyptique et je pensais que c'était un point d'entrée incontournable pour partir ensuite vers les autres étapes. Alors, en suivant finalement les terroristes dans leurs assauts. Alors justement, il y a un deuxième témoignage très poignant dans votre reportage, Claude Corse, je rappelle, Le Voyage au bout de l'enfer, disponible sur notre chaîne YouTube. Et là, c'est un témoignage d'une jeune mère qui a perdu son mari, l'un de ses fils de 4 ans. Elle a des mots très durs, elle finit même par crier à nous, Français, réveillez-vous, je vous propose qu'on l'écoute. Que des gosses meurent. Quel gosse meurt de Gaza? C'est ça. Gaza? Oui. J'en ai rien à foutre. Oui. Et moi, mon fils, il n'a pas été assassiné? Non, mais réveillez-vous. Non, mais... Écoutez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Oui. Ces terroristes, c'est des monstres. Les Israéliens et les Juifs ne tuent pas des enfants et des gens. Vous voulez savoir, il y a 3 blessés palestiniens ici. Des monstres qui ont tué des gens. On est en train de leur sauver la vie. Écoutez bien, à Gaza, ils souffrent du Hamas. Ils veulent pas du Hamas. Nous, on veut pas tuer les enfants.
Ce qu'on veut, c'est d'effacer Gaza. Et moi, je suis la première. Je veux effacer Gaza, vous m'entendez? Je vis en Israël 30 ans et je vois pas l'avenir avec eux. Je crois que tout est affaire d'éducation. Pas d'affirmer que les Arabes sont des gens mauvais, ni que l'islam est une mauvaise religion, mais de ce que l'éducation leur a donné. Si une école islamique enseigne la haine aux élèves, vous aurez des problèmes. Si on contrôle leur éducation et qu'on les intègre dans la société, ça marchera. Le Hamas empoisonne la vie de la population en cultivant la haine, ce qui provoque tous ces problèmes. Ce n'est pas... Bien sûr, on peut trouver des torts des deux côtés, mais... En fait, je suis israélienne et je vois surtout mon côté. S'il vous plaît, ne me filmez pas. Voilà, on sent bien ces deux témoignages. Donc on peut parler déjà du premier. Le premier témoignage, donc c'est une femme, elle a dit, elle a du mal évidemment avec Gaza, notamment elle a perdu son mari et son enfant de 4 ans, et elle dit aux Français, réveillez-vous parce que c'est ce qui va vous arriver en France. Exactement. Alors c'était très intéressant de rapprocher les deux témoignages, parce que on a en même temps deux visions des rapports à la communauté israélienne dans son entier. Tout le monde aujourd'hui se retrouve derrière le drapeau, y compris la gauche israélienne qui manifestait à Tel Aviv contre la réforme judiciaire, a décidé assez naturellement de faire une espèce d'action de civisme en considérant qu'il était important de suivre le gouvernement dans la répression du Hamas. Alors là, on a effectivement deux témoignages qui sont opposés. On a une mère qui est à la fois évidemment meurtrie par le drame qu'elle a vécu. Je pense que ses propos sont clairs, et dans le reportage, le témoignage est un peu plus long, donc il est plus détaillé. La situation était terrible, puisque son mari a choisi de se coucher sur la grenade qui a été jetée par un des commandos, de façon à épargner ses autres fils. Il est donc mort pour sauver ses enfants. Elle a vécu ça. Quant à Sarah, qui est une chercheuse en neurosciences, soit dit en passant, et de gauche, donc proche de ce qu'on pourrait appeler la gauche israélienne, tout en étant très patriote, elle considère qu'il arrive un moment où elle ne peut plus exprimer son point de vue, contrairement à Sonia, parce qu'être de gauche aujourd'hui, c'est presque indécent, me disait-elle hors caméra, c'est presque indécent au regard du drame que le pays est en train de vivre. Et donc elle aurait voulu développer avec un peu d'empathie la possibilité de montrer que l'éducation était la meilleure arme contre la violence et l'aveuglement que certains islamistes voudraient pour la population. Mais elle n'a pas osé aller au bout. Elle m'a dit non, je peux pas dire ça, c'est pas possible, encore moins devant une caméra. Donc on a en rapprochant les deux l'espace dont je parlais tout à l'heure sur cette population qui est déchirée entre sidération et colère, et puis maintenant clairement face au dépit, un vrai sentiment de vengeance assumé. Oui, c'est un vrai sentiment de vengeance que vous dites. Et puis donc elle dit aux Français réveillez-vous. Pourquoi réveillez-vous justement? Pourquoi elle nous dit ça? Pourquoi elle nous met en garde? Alors là, on est sur sur un axe de communication que le gouvernement israélien entretient depuis pas mal de temps, qui est celui de la civilisation. On retrouve la même grille de lecture en France, à savoir que finalement, au-delà de l'action militaire, c'est bien la civilisation. Elle parle du christianisme en opposant l'islam radical à l'esprit des Lumières, au christianisme de l'Europe et notamment de la France, puisqu'elle dit clairement attendez-vous, dit-elle face caméra en montrant, vous enregistrez, oui, effectivement, on enregistrait, attendez-vous à ce qu'ils arrivent en France. Parce que le combat, c'est aujourd'hui en Israël, mais demain c'est l'Europe et ça sera surtout la France. Voulant dire par là qu'avec entre 7 et 10 millions de musulmans en France, on était plus exposé au risque d'une infiltration d'une 5e colonne islamiste. C'est son propos
Et c'est sa vision des choses. Sentiment qui est assez répandu, somme toute. De façon aussi radicale, peut-être pas, mais assez répandu, oui. Alors Claude Kors, dans ce reportage Voyage au bout de l'enfer, on le rappelle, qui est disponible sur notre chaîne YouTube, la 4e partie, c'est sur la paix. Vous pensez qu'une paix est possible? Vous allez notamment dans les kibboutz. Alors c'est drôle parce que donc kibboutz, on connaît de nom, mais c'est la première fois évidemment qu'on y pénètre avec vous, Claude Kors, où se mêlent socialisme et patriotisme. Oui, alors effectivement, là on revient à la forme un petit peu primitive, mais je ne dis pas ça de façon péjorative du tout, sur cette vision socialiste et collectiviste qui marque un peu le début de l'histoire d'Israël. Et c'est un vieux concept, le kibbutz aujourd'hui regroupe des familles qui ont un idéal de vie communautaire, partagent tout, des activités. Pardon. Partagent tout, ont tout en commun et puis absolument tout en commun et l'assument avec un système participatif et une vie économique autour de l'agriculture essentiellement. Il faut savoir par exemple que le kibbutz de Netiv HaSahara où Sonia vit était installé dans le Sinaï et ensuite après les accords avec l'Égypte, le kibbutz a été rapatrié et dans cette région, précisément parce que c'est une région sablonneuse et qu'ils ont l'habitude de travailler les récoltes sur un milieu, sur une terre sablonneuse. Donc cet esprit-là, effectivement, il est aujourd'hui, il a beaucoup évolué. On compte sur 250 kibbutz. Certains sont aujourd'hui religieux, orthodoxes. En l'occurrence, la plupart ont une activité économique tout à fait normale et le projet a perdu, disons, de son côté l'idéalisme socialiste, évidemment, a été remisé parce qu'aujourd'hui c'est surtout une activité alternative pour ne pas vivre à la ville. Oui, il y a des kibbutz libéraux et avoir un art de vivre, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a des kibbutz libéraux, notamment, oui. Notamment, il y a des kibbutz libéraux, tout à fait. Harari dans un ultra-conservateur, oui, effectivement. On a rencontré Yair Lassidim, par exemple, qui vit dans un kibbutz, lui, orthodoxe, tous ne sont pas dans cette vision mystique, et ont une approche beaucoup plus pratique et simplement de vivre ensemble, en famille. Par exemple, sur la route de Sderot, on est passé par un autre kibbutz, qui est celui de Varam, qui n'a pas été attaqué, celui-ci, où Gil, qui est un des miliciens qui faisait la sécurité ce jour-là, me disait c'est notre façon de vivre. Les enfants ici vivent pieds nus et à l'air libre. Et ce n'est pas le Hamas qui nous empêchera de faire ça. Donc on n'est pas du tout dans la tolérance, on est dans la vengeance. Et il faut détruire Gaza, Dixit. Ils ont une vision assez radicale. C'est le paradoxe d'être à la fois dans le socialisme, le partage, l'échange, et puis un espèce de patriotisme très figé, très revendicateur, et très entier. Voilà, exactement. Merci Claude Kors. Alors je rappelle, vous êtes journaliste, je rappelle aussi le nom de votre reportage Voyage au bout de l'enfer, c'est en 4 parties et c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Précision, c'est Voyage au bout de leur enfer. De leur enfer, oui. En l'occurrence. Oui, référence à ce film Voyage au bout de l'enfer avec Robert De Niro notamment. Merci Claude Kors.